Monsieur le commissaire, Monsieur Carrez, mon cher collègue, Monsieur le vice-président de la Commission des affaires européennes du Sénat, chers collègues, nous sommes en petit nombre pour des raisons qui échappent à notre volonté, je vais dire, mais ça ne nous empêchera pas, je suis sûre, d'avoir un échange extrêmement important et intéressant. En effet, nous sommes très heureux de vous retrouver conjointement avec Gilles Carrez et nos collègues de la Commission des finances et nos collègues du Sénat, puisque vous nous rendez visite et que nous vous avions vu il y a quelque temps à Bruxelles, à votre bureau, pour échanger justement en décembre sur cette actualité européenne qui aujourd'hui est en plein dans le sujet de notre Assemblée, puisque les questions au gouvernement étaient consacrées aussi au Conseil qui aura lieu dans quelques jours, même dans très peu de jours maintenant, ce dernier Conseil européen, et échanger avec vous sur le semestre européen et l'approfondissement de l'Union est, me semble-t-il, quelque chose qui va nous aider tous. Alors, il n'y a pas très longtemps, nous avons auditionné votre collègue Olli Rehn dans une configuration encore un peu plus complexe, puisque, en plus de Gilles Carrez et moi, il y avait bien entendu Elisabeth Guégou, présidente de la Commission des Affaires étrangères, et puis nous avons donc auditionné Mario Draghi ce matin. Alors, en Commission des Affaires européennes, hier, nous avons vu les grandes lignes d'un rapport que j'ai présenté moi-même sur l'approfondissement démocratique de l'Union. Nous en reparlerons si vous voulez bien. Et puis, nous avons eu le rapport extrêmement important de Christophe Carrech et Michel Arbillon sur l'approfondissement de l'Union économique et monétaire. Et nous avons adopté une proposition de résolution. Et cette résolution, donc, maintenant, c'est la Commission Finances qui en est saisie et qui, lorsqu'elle aura tranché, si je puis dire, avec plaisir, nous vous ferons parvenir le résultat. Nous avons adopté tout à l'heure, c'est encore plus récent, une proposition de résolution en Commission de nos affaires européennes sur l'avis de la Commission européenne sur les programmes de stabilité et de réforme dont la Commission des finances, à son tour, va se saisir et, je veux dire, nous vous enverrons les résultats ensemble. Ce dialogue étroit et permanent avec la Commission nous paraît essentiel parce que nous sommes souvent, dès que nous sommes plus en phase, nous voyons bien qu'il peut y avoir des tiraillements, dont certains sont parfois justifiés, d'autres malheureusement sont un peu dramatisés. Et nous avons souvent besoin de travailler, maintenant avec le projet de cadre financier pluriannuel, la création des nouvelles ressources propres, la taxation sur les transactions financières, la lutte contre le changement climatique, la création de nouvelles infrastructures énergétiques. Enfin, nous avons plein de sujets qui sont à débattre parce que nous ne sommes pas toujours en accord sur ces sujets-là. Si je prends par exemple la recommandation de la Commission dans le cadre de l'évaluation des programmes de stabilité et de réforme ou le mandat de négociation avec les États-Unis, nous avons quand même quelques sujets qui fâchent entre nous. Donc, plus nous discutons, plus nous savons que votre attachement personnel à l'approfondissement démocratique de l'Europe nous aide au contraire à retravailler et à reparler ensemble. Nous savons aussi à quel point le rôle du Parlement européen et le développement du rôle des parlements nationaux est cher aussi à votre cœur. Comme il est cher au nôtre, ça tombe bien. Donc nous vous en remercions. Et nous avons en particulier donc cette logique de la conférence qui peut s'ouvrir maintenant dans le contexte de la convergence économique et budgétaire et qui aura sa première phase en Lituanie dans quelques mois. Vous le savez, nous sommes très mobilisés d'une façon générale sur l'ensemble des sujets européens. Nous essayons de les examiner le plus systématiquement possible et de faire donc ce contrôle. Et nous pensons justement que la conférence budgétaire permanente permettra justement de traiter encore plus du côté de ceux qui représentent les citoyens ces sujets et de montrer que l'Europe, non, elle n'est pas si loin des citoyens, au moment où quand même, me semble-t-il, les Européens doutent beaucoup de cette question. Donc, cette conférence, nous la pensons, vous le savez bien, mais j'en redis quelques mots, comme un instrument de décloisonnement des débats budgétaires entre le niveau européen et le niveau national. D'une part, ça fait une européanisation des débats budgétaires nationaux, et d'autre part, c'est un vecteur de prise en compte au niveau de l'Union des points de vue des parlements nationaux sur les niveaux d'orientation politique, économique et budgétaire européenne. Donc, pour ne pas être trop longue, je vais vous poser deux questions et puis je pense que mes collègues
vous en poseront d'autres après. Les premières, c'est nous avons encore l'impression quand même que souvent, depuis quelque temps, les compétences des uns et des autres ne sont pas tout à fait claires. Donc, comment voyez-vous l'évolution de la compétence de la Commission européenne? Et puis, par ailleurs, nous avons l'impression aussi que parfois l'Union européenne navigue beaucoup à vue, si je puis dire, et que là aussi, il faut peut-être lui redonner du projet. Alors, à un an des élections au Parlement européen, le projet européen, vous, monsieur le commissaire, vous le verriez comment? Voilà mes premières questions. Gilles Carrez va en poser d'autres, et puis nous allons commencer à dialoguer ensemble une fois que vous nous aurez fait votre proposition, votre intervention. Merci. Merci. Bien, merci beaucoup, Madame la Présidente. Et donc, Monsieur le Président, je vous remercie à mon tour d'avoir bien voulu répondre à l'invitation de nos deux commissions. Donc, Madame Auroy a évoqué les deux récentes propositions de résolution qui ont été adoptées par la Commission des Affaires européennes. La première sur l'avis de la Commission sur les programmes de stabilité et de réforme et l'autre sur l'approfondissement de l'Union économique et monétaire. Et ces deux résolutions, comme elle l'a dit, sont renvoyées donc à la Commission des finances et nous nous attacherons bien sûr à les examiner dès le mois prochain, dès le mois de juillet, malgré notre calendrier qui est chargé. C'est que notre commission, depuis déjà longtemps, s'implique beaucoup dans les questions européennes. Elle examine chaque année le budget européen, les perspectives pluriannuelles. Et nous avons beaucoup travaillé, c'était l'an dernier, sur la mise en place de ce qu'on appelle aujourd'hui le semestre européen. Madame Auroy l'évoquait, notre collègue Carrèche, que je salue, a fait avec Michel Herbillon un travail extrêmement intéressant sur les orientations européennes de politique économique. Et puis je rappelle que c'était il y a 2 mois, nous avons examiné en commission des finances le programme de stabilité et de croissance 2013-2017 dans la ligne du traité. Et nous l'avons fait de façon rigoureuse puisque nous avons à cette occasion auditionné le président du Haut Conseil des finances publiques. Ce Haut Conseil a été créé au début de cette année. Et donc, c'était la seconde fois que nous le consultions sur des dispositions financières. Et donc, nous avons mis en place, à travers d'ailleurs une loi organique qui a été votée en décembre, une procédure qui vraiment prend en compte très exactement les dispositions telles qu'elles ont été prévues par le traité. Ensuite, après cette audition du président du Haut Conseil des finances publiques, qui nous a expliqué en quoi le programme de stabilité était en ligne avec ce qu'en attend le traité, nous avons auditionné les ministres de l'économie, les ministres de l'économie et du budget, et enfin notre rapporteur général. Et pour terminer, le programme de stabilité a fait l'objet d'un débat en séance publique. Et nous sommes aujourd'hui dans cette situation que je juge un peu paradoxale, c'est que le programme de stabilité a pris une telle importance dans notre fonctionnement que le gouvernement en tire argument pour dire qu'on n'a pas besoin de collectif dans l'immédiat. Non mais ça fait sourire M. Carrèche, mais écoutez, j'utilise cet argument parce qu'il vient à point nommé, c'est dire l'importance du programme de stabilité désormais dans, en tout cas, le droit budgétaire français. Alors, comme l'a rappelé la présidente de la Commission des Affaires européennes, nous avons auditionné, c'était la semaine dernière, votre collègue, Olli Rehn, et ce matin, nous avons eu une audition très longue, extrêmement intéressante du président de la Banque centrale européenne. Et si je comprends bien, nos collègues du Sénat l'ont rencontré à notre suite. Alors, je vais être également très, très rapide. Moi, j'ai 3 questions à évoquer. La première, c'est au regard de votre observation de la pratique institutionnelle, mais qui se développe actuellement, qui est nouvelle dans les autres États membres, quelle appréciation vous portez sur la manière dont le Parlement français s'implique dans le déroulement du semestre européen?
bon, on a peut-être déjà un peu de recul pour pouvoir comparer. Et dès à présent, est-ce que vous pouvez nous faire part d'éventuelles améliorations que nous pourrions apporter au vu de l'expérience que vous voyez se dessiner dans les autres pays? Deuxième point, il s'agit du programme de stabilité qui a été transmis aux autorités européennes. Donc vous le savez, notre pays a bénéficié d'un délai de 2 années supplémentaires pour revenir au fameux ratio maastrichtien de 3 points de PIB. Par ailleurs, mais je crois que c'est vrai également dans les autres pays, il se trouve qu'il y a également peu de temps, c'était il y a un peu plus d'1 mois, une délégation, comme chaque année, d'ailleurs elle le fait, du Fonds monétaire international, est venue expertiser la situation économique, financière de notre pays. Et elle a fait un rapport qui est disponible. Alors ce rapport, ça n'étonnera personne, reprend les propositions qu'on connaît bien en matière de concurrence accrue sur les marchés des biens et des services, sur la poursuite de l'assouplissement du marché du travail, sur la consolidation budgétaire, avec des objectifs explicites de maîtrise des dépenses, plutôt que de recours à la hausse de la fiscalité, avec notamment la question, il la pose directement, des transferts sociaux, et puis de la masse salariale. Et donc je souhaiterais savoir si la Commission européenne s'inspire dans l'appréciation qu'elle fait des programmes de stabilité, jusqu'à quel degré s'inspire-t-elle, se coordonne-t-elle avec les travaux du Fonds monétaire international. Je ne parle pas de Troïka. Hein. Et puis, troisième point, c'est une question plus ponctuelle qui déborde peut-être un peu notre audition, mais en tant que président de la Commission des finances, je tiens à vous la poser, puisque vous êtes chargé de l'administration. Un des moyens de maîtriser la dépense publique dans notre pays, d'ailleurs le FMI le dit, c'est de modérer la masse salariale. Donc c'est d'essayer de faire un effort particulièrement important sur les effectifs. Or, le prélèvement pour l'Union européenne dans le budget de notre pays, 20 milliards d'euros, 1 point de PIB chaque année, donc c'est assez considérable, pèse chaque année. Et donc je suis tenté de vous demander si au niveau de l'Union européenne, au niveau de la Commission, vous êtes disposé ou vous avez engagé les mêmes efforts en matière de maîtrise des effectifs et de la masse salariale. Voilà, je vous remercie. Merci. Alors avant de vous laisser la parole, monsieur le commissaire, je vais vous faire patienter 2 petites minutes de façon très brève, de façon à ce que notre collègue du Sénat puisse aussi vous poser des questions préliminaires. Merci. Merci Madame la Présidente. Je serai effectivement très bref. Monsieur le Président, je suis plus d'un titre ravi de vous voir ici à Paris et plus précisément à l'Assemblée nationale. Votre présence, ça a été souligné tout à l'heure, est d'autant plus importante que nous sommes dans un contexte, je dirais, de démarrage d'un Conseil européen particulièrement stratégique et d'un semestre européen qui est une nouvelle façon de travailler entre la Commission et les parlements nationaux, sur lesquels nous aurons quelques périodes de calage encore nécessaires. L'ensemble devant nous permettre d'aboutir à une union économique et monétaire, j'espère assez rapidement, de façon à ce que nous ayons une meilleure intégration budgétaire et une harmonisation de nos différentes politiques nationales. Personnellement, j'avais une seule question pour le moment à vous poser. Je dirais ce vieil adage qui considérait que, on disait communément, aux différents États membres, la rigueur, ou plus exactement, ça passe mieux, le sérieux budgétaire, et à l'Union européenne, la croissance. Donc, qu'est-ce que vous avez, entre guillemets, dans vos tuyaux comme projet, si vous voulez, qui pourrait rassembler un petit peu les populations et surtout des projets adressés à la jeunesse, de façon à ce qu'elle croie un peu plus aujourd'hui et surtout demain à l'Union européenne, à la veille précisément des élections européennes de 2014.
Voilà, merci Monsieur le Commissaire. Nous vous écoutons pour un petit moment. Vous nous avez écoutés avec patience. Nous vous écoutons et nous vous remercions d'autant plus que vous allez vous exprimer en français. Oui, donc, merci à vous. Merci beaucoup, Madame la Présidente, Monsieur le Président, Monsieur le Vice-président, Mesdames et Messieurs les députés, Mesdames et Messieurs les sénateurs. Si vous permettez, je vais faire quelques remarques d'introduction et après ça, bien sûr, je vais répondre à vos questions et bien sûr aux questions suivantes. Mais je tiens avant tout à vous remercier pour votre invitation parce que rencontrer les représentants de Parlement national est l'un des aspects les plus importants de ma fonction. Vous représentez en effet un rouage essentiel d'élaboration de politique de l'Union et votre engagement de la phase de consultation préalable à l'adoption de la législation est primordial pour le fonctionnement démocratique de l'Union et sa relation avec les citoyens. Les citoyens ont tendance parfois à voir Bruxelles comme quelque chose de lointain, d'inaccessible, même maintenant en France où le soutien au projet européen a toujours été parmi les plus forts. Et vous pouvez sans aucun doute aider à combler ces fossés. Votre participation contribue à renforcer le contrôle démocratique des politiques de l'Union, mais aussi à légitimer davantage ces politiques et à les expliquer à vos concitoyens. C'est là tout le sens des responsabilités accrues conférées aux parlements nationaux par le traité de Lisbonne et du rôle plus concret qu'il vous a donné. Je sais que votre commission participe activement et de différentes manières, notamment par l'adoption de nombreuses résolutions. Hier encore sur l'approfondissement de l'UE, mais aujourd'hui, je crois que c'était l'autre proposition sur le programme de stabilité des réformes de France et aussi la proposition sur l'approfondissement de l'Union économique et monétaire. Et je me réjouis que vous avez étudié le problème dans cette manière très détaillée. Je tiens également à saluer votre mobilisation dans le cadre de l'année de la citoyenneté européenne. Je me réjouis des actions lancées en faveur d'une meilleure information sur l'Europe ainsi que des réflexions en cours sur l'avenir de l'Union européenne, illustrées par le prochain rapport de Mme Roy sur l'approfondissement démocratique de l'Union qui a été adopté aujourd'hui, comme j'ai compris. Oui. Non. C'était hier et c'était un rapport d'étape. Ah, oui. Nous allons faire une proposition de résolution plus tard. C'était hier. Merci. Oui, merci beaucoup. Mais dans le cadre du dialogue politique lancé par le président Barroso déjà en 2006, les échanges entre les parlements nationaux et les institutions européennes se sont faits plus régulières, plus formelles. Ils sont aussi devenus plus importants sur le fond. Nous recevons chaque année plus de 600 avis des parlements nationaux, ce qui nous permet de mieux comprendre leurs préoccupations et d'en tenir compte dans les discussions entre institutionnelles. À cela s'ajoute aussi le contrôle des subsidiarités introduit par le traité de Lisbonne. Il constitue un instrument important du contrôle démocratique de l'Union. Si plus d'un tiers des parlements nationaux estiment qu'une proposition ne respecte pas le principe de subsidiarité, la Commission doit la réexaminer. Jusqu'à maintenant, une seule procédure de carton jaune a été lancée à ce jour. Elle a abouti au retrait de la proposition, ce qui témoigne de l'importance du nouveau rôle des parlements nationaux. Je suis aussi convaincu que nous ne devons pas en rester là et que les parlements nationaux doivent s'impliquer davantage en amont de la préparation de nos propositions. Pour cela, je suis favorable à l'organisation de journées européennes. Je crois que vous avez une journée européenne d'aujourd'hui, parce qu'avec Mario Draghi et moi-même, et aussi avec Olli Rehn la semaine dernière, je crois que c'est très bon d'avoir les journées comme ça dans le Parlement
parlements nationaux, aussi avec la participation, si possible, des députés européens ou des commissaires, parce que ça permet d'avoir les débats sur les questions européennes d'actualité. Les recommandations spécifiques par pays, c'était un sujet que nous avons déjà discuté avec Madame la Présidente. L'union bancaire ou les récentes propositions pour renforcer le marché unique sont autant de sujets qui sont au cœur des débats et pourraient être discutés lors de ces journées européennes ou à l'autre occasion qui peut être organisée par votre commission ou par votre Parlement. À mon avis, il y a un domaine dans lequel les parlements nationaux peuvent dès à présent jouer un rôle important. Et je crois que c'est le sujet de vos deux propositions, et c'est la coordination des politiques économiques et budgétaires dans le cadre du semestre européen. Et c'est d'ailleurs le sens du courrier que j'ai adressé avec la ministre irlandaise des Affaires européennes, Lucinda Creighton, à M. Bartolone et aussi au président des autres parlements nationaux. Parce que ce processus de semestre européen a été voulu et mis en place par le Conseil européen, donc par les chefs d'État et de gouvernement, pour répondre à la crise économique et au besoin d'établir une véritable gouvernance de nos économies de plus en plus interconnectées et interdépendantes. Pourtant, la perception populaire est parfois bien différente. Il est souvent reproché à Bruxelles de se mêler des affaires nationales, d'imposer ces conditions, de forcer les gouvernements nationaux à mener des réformes impopulaires. Et pour moi, c'est exactement le contraire, et il est essentiel d'expliquer aux citoyens que les réformes poursuivies, les actions menées et les décisions prises au niveau européen avec le soutien, sinon à la demande des États membres, n'ont pas d'autre objectif que d'aider à sortir de la crise. Souvent, cela permet aux États membres d'ouvrir les débats sur les réformes à mener au plan national. Prenons le cas des recommandations spécifiques adoptées par la Commission le 29 mai. Elles sont fondées sur une analyse détaillée de la situation de chaque pays et donnent au gouvernement des orientations pour stimuler le potentiel de croissance, renforcer la compétitivité et créer des emplois en 2013 et 2014. Considérées dans leur ensemble, elles sont porteuses de réformes ambitieuses pour l'Union. Les recommandations spécifiques sont parfois reçues difficilement au plan national, où la franchise sur les progrès réalisés et les efforts qui restent à accomplir peuvent faire grincer des dents aussi. Et je sais que ce fut le cas en France, mais il est aussi vrai que la Commission a su tenir compte des spécificités françaises en proposant d'octroyer 2 ans de plus jusqu'au 2015 pour répondre à cette recommandation, ce que le Conseil vient d'accepter. C'était décidé par le ministre des Finances à Luxembourg. Vous avez reçu la semaine dernière mon collègue, M. Olirén, et il vous aura, mieux que je ne saurais le faire, rappeler les enjeux de l'exercice. Mon rôle en tant que commissaire chargé des relations avec les parlements nationaux est bien plus de vous rappeler qu'in fine, nous tendons vers le même objectif d'une économie française forte et compétitive, génératrice de nouveaux emplois et d'une dette publique sous contrôle. Pour y parvenir, votre appui pour accélérer le rythme des réformes et les mettre en œuvre de manière plus volontaire est très précieux. De façon générale, l'analyse de la Commission montre qu'un rééquilibrage est en cours. La plupart des États membres font des programmes en matière d'assainissement budgétaire et mettent en œuvre des réformes visant à renforcer la compétitivité et les investissements. La lutte contre le chômage, en particulier celui des jeunes, reste un grand défi.
Il passe par des politiques plus actives pour stimuler le marché du travail ou encore par des réformes des systèmes d'enseignement et de formation. Nous devons également lutter contre la fraude et l'évasion fiscale et assurer une meilleure équité face à l'impôt. Près de 1000 milliards d'euros sont perdus chaque année dans l'Union. Il s'agit non seulement d'une perte de recettes que nous ne pouvons pas nous permettre dans le contexte économique actuel, mais aussi d'une attente à la justice fiscale. Après avoir défini l'an passé un plan d'action ambitieux, la Commission travaille à présent à sa mise en œuvre effective, comme demandé par les conclusions du Conseil européen de mars. Je me réjouis du soutien apporté par la France dans ces dossiers. La démarche collective que nous avons entreprise pour lutter contre les effets de la crise nous a montré la voie et nous devons progresser vers une union économique et monétaire plus ambitieuse. La Commission a présenté en novembre 2012 sa vision d'une union économique et monétaire plus intégrée. Elle poursuit son travail de construction d'une union politique dotée de mécanismes de contrôle démocratique renforcés. À ce titre, il convient de rappeler que les rôles du Parlement européen et des parlements nationaux sont à la fois spécifiques et complémentaires et que leurs pouvoirs d'examen respectifs doivent être renforcés. Dans le contexte d'une intégration de politiques budgétaires et économiques, les parlements nationaux doivent être associés au processus décisionnel dans le respect des règles constitutionnelles applicables. Compte tenu de l'interdépendance des décisions prises au niveau européen et national, de nouveaux mécanismes permettant d'accroître le niveau de coopération entre le Parlement européen et les parlements nationaux pourraient être explorés. À cet égard, je me félicite qu'un accord ait été trouvé sur tenue de la première conférence interparlementaire prévue à l'article 13 du traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance au sein de l'UE, et la Commission sera heureuse de participer à ces travaux. Une union économique et monétaire plus complète reste notre objectif à long terme, mais nous pouvons d'ores et déjà prendre des mesures sans avoir besoin de modifier les traités. C'est notamment le cas avec l'instauration d'une union bancaire. Grâce à un travail considérable et au soutien de la France, l'union bancaire est sur le point de devenir une réalité. Une étape essentielle a été franchie récemment en matière de supervision et nous devons désormais avancer sur le volet résolution. Des propositions de directives sont actuellement sur la table et il est important qu'elles soient adoptées le plus rapidement possible. Nous présenterons prochainement une proposition pour la mise en place d'un mécanisme unique de résolution de défaillance des banques de la zone euro. Une fois les deux volets complétés, cela devrait nous permettre de casser enfin le lien entre les difficultés des banques et de la dette des États. Depuis le début de la crise, la Commission n'a cessé d'œuvrer aider l'Europe à sortir de la crise. Nous avons renforcé le fondement de notre monnaie unique et l'ensemble des politiques mises en œuvre au niveau de l'Union met l'accent sur la croissance à long terme. Mais il est indéniable que ces ajustements s'accompagnent dans certains États membres de graves problèmes sociaux avec un chômage beaucoup trop élevé. Ces défis doivent être relevés avec force et détermination et c'est pourquoi la Commission travaille également à l'élaboration de propositions visant à renforcer la dimension sociale de l'Union économique et monétaire. Il s'agit en premier lieu de trouver les moyens de mieux intégrer la dimension sociale dans les structures de gouvernance économique existantes. Il serait par exemple justifié de renforcer la surveillance des évolutions en matière sociale et d'emploi dans le cadre du semestre européen. Et nous pensons également qu'une association plus étroite des partenaires sociaux est essentielle.
il est de ce point de vue important de renforcer le dialogue social tant au niveau européen qu'au niveau national. Pour ce qui concerne les changements plus fondamentaux qui nécessitent une modification du traité, ils devront être préparés par un débat de dimension européenne. La campagne des élections européennes de 2014 sera sans doute l'occasion d'ouvrir ce débat et la Commission y contribuera en temps voulu. Je voudrais m'attarder un peu plus sur cette importance de débattre des sujets européens. L'Union européenne est parfois accusée de parler trop, de ne pas agir assez, mais je suis convaincu que nous devons mener davantage de débats d'envergure européenne si nous voulons faire disparaître l'image d'une Union européenne peu démocratique. C'est une des raisons pour lesquelles le traité de Lisbonne offre aux citoyens la possibilité de participer directement à l'élaboration des politiques de l'Union avec l'initiative citoyenne européenne. Depuis son lancement en avril 2012, nous avons enregistré 15 initiatives sur des sujets aussi variés que le droit de vote ou le pluralisme des médias. Et à ce jour, une initiative sur le droit à l'eau et à l'assainissement intitulée Rights to Water a déjà recueilli les millions de signatures nécessaires et atteint le seuil minimum requis par le règlement dans plus de 7 États membres. Cet tout nouvel instrument de démocratie participative ne peut que renforcer les fondations démocratiques de l'Union et de rapprocher l'Europe de ses citoyens en offrant ceci un moyen direct de faire entendre leur voix auprès des institutions. Si vous me permettrez, je vais conclure ici parce qu'il y a aussi quelques remarques concernant la proposition sur les partis politiques européens où sont maintenant en train d'avoir un trialogue avec le Conseil et le Parlement européen. Il y a aussi un sujet qui est très important, qui est discuté maintenant, ce sont les négociations finales, j'espère, sur le cadre financier pluriannuel. Mais s'il y a des questions, je serai très heureux de les répondre. Et maintenant, si vous permettez de réagir sur vos questions. Madame Auroi a demandé a posé une question concernant la division du travail, les compétences européennes, les compétences sur le niveau national. Bien sûr, je crois qu'on doit avoir sur ce sujet la clarité, parce que pour nous, ce qui est très important, c'est toujours la base juridique, c'est le traité où on a la division entre les compétences européennes, entre les compétences qui sont partagées, et bien sûr les compétences qui ont resté sur le niveau national. Parfois, comme nous sommes maintenant en train de finaliser le troisième semestre européen, bien sûr, c'est le processus, je peux dire, en développement permanent. Chaque année, on essaie de l'améliorer. Chaque année, on essaie de créer une condition qui permet aux parlements nationaux, aux gouvernements nationaux de s'approprier de ce processus. Parce que pour nous, bien sûr, le semestre européen est très important, mais le semestre européen finit en juin. Et en juillet, ça devient le semestre national. Et sans soutien public, sans soutien du gouvernement, sans soutien du Parlement national, bien sûr, c'est pas possible de progresser, c'est pas possible de progresser avec mise en œuvre de toute cette recommandation. C'est pourquoi on cherche comment on peut inclure
le gouvernement national, le Parlement national inclure dans ce processus d'élaboration de recommandations nationales parce que, bien sûr, pour la Commission européenne, et je crois que pour l'Union européenne, c'est important que les réformes sont faites, sont réalisées, qu'on augmente notre compétitivité européenne. Concernant les projets européens, nous avons déjà proposé les mesures assez concrètes dans les manières d'approfondissement de l'Union économique et monétaire. Je crois la proposition de M. Carrèche à le même titre que notre proposition de la Commission européenne. Là, on essaie de partager le temps dans 3 étapes. Première étape jusqu'aux élections européennes où on se concentre sur les mesures, sur les propositions qu'on peut faire sous le traité constant. Bien sûr, après les élections, on verra si on a la volonté politique pour continuer avec les changements, avec les réformes qui nécessitent les amendements, les changements des traités. Et bien sûr, pour nous, c'est très important qu'on voit pas seulement le rapprofondissement de l'union économique et monétaire, mais aussi, je peux dire, l'renforcement de l'union politique. Parce que c'est vrai qu'on entend beaucoup au Parlement national, mais aussi au Parlement européen, qu'il y a une préoccupation par que Martin Schulz a appelé la déparlementarisation des politiques économiques en Europe, que c'est nécessaire d'avoir le soutien populaire, le soutien démocratique, le soutien des parlements nationaux et européens pour les propositions économiques qui sont faites par la Commission européenne. C'est pourquoi la Commission européenne va élaborer un document sur le futur de l'Europe. On veut adopter ce document cet automne ou cet hiver parce qu'on veut proposer les idées dans ce document pour un débat démocratique avant les élections européennes, parce que je crois que la nouvelle Commission et bien sûr le nouveau Parlement européen doivent avoir un mandat pour discuter, pour proposer ces nouvelles idées, pour approfondir plus encore l'intégration européenne, l'union économique et monétaire, et pour progresser avec l'union politique. Parce que je crois que nous sommes maintenant dans une période où aussi la coopération politique doit être augmentée pour être dans un même rythme comme la coopération dans les domaines économiques et monétaires. Concernant la question de M. Carrez, je crois que j'ai déjà répondu parce que j'ai parlé sur le semestre européen et aussi l'importance d'appropriation. Et honnêtement, si vous avez les idées concrètes, je serai très ravi que vous pouvez nous informer aussi parce que je crois que nous sommes en recherche permanente, comment on peut améliorer notre processus, comment on peut intensifier les échanges d'opinions, les échanges d'idées avec vous, avec les députés nationaux. Et concernant l'inspiration de fonds monétaires internationaux, maintenant, je dois être diplomatique, mais en même temps, je dois dire que
nos relations avec le Fonds international monétaire, et spécialement au sein des troïkas, n'était pas toujours facile. Mais c'était l'insistance des États membres que le fonds doit devenir ou devait devenir un membre principal des troïkas. À cause de la situation au sein de l'Eurogroupe, fonds était en position qu'on peut mettre le veto sur les programmes, sur les propositions qui étaient faites. Et les troïkas étaient en permanente négociation pour trouver consensus entre la Commission, le Fonds et Banque centrale européenne. Et bien sûr, ce n'était pas toujours facile parce que parfois, bien sûr, on a les approches différentes, on a les priorités différentes. Le fonds travaille plutôt sur le niveau d'État. On a les priorités qui sont fixées sur l'assainissement des situations sur le niveau d'un État. Et pour nous, bien sûr, c'était qui était important, c'était l'Union européenne, et spécialement la zone d'euro. Et parfois, on a vu que pour nous, la possibilité d'avoir l'influence ou les conséquences d'une situation dans un pays pour les autres pays membres était plutôt la préoccupation de la Commission européenne, mais pas le Fonds monétaire international. Je ne sais pas si je m'exprime assez exactement, mais vous pouvez déjà voir les philosophies différentes entre le Fonds et la Commission européenne. Mais bien sûr, quand on prépare les recommandations spécifiques, notre DG ECFIN essaie de travailler avec toutes les sources d'informations, toutes les études, toutes les analyses qu'on a à la disposition. Et cette année, on a essayé d'approfondir aussi les contacts avec le gouvernement. Je crois qu'on a 3 tours de négociation entre le gouvernement national et la Commission dans le processus d'élaboration des recommandations spécifiques. Et c'est pourquoi quand hier j'ai présenté les recommandations au Conseil des affaires étrangères, on a eu seulement une question concernant un système de justice dans un pays. Autrement, je peux dire que dans ce processus, tous les problèmes étaient clarifiés et je n'entends pas aucun problème par la discussion au niveau du Conseil européen. Et merci beaucoup pour votre question concernant la masse salariale, parce que je suis justement fini mes discussions avec secrétaire général, Monsieur Serge Guillon. Et bien sûr, je suis responsable d'une réforme assez approfondie de la fonction publique européenne. Je ne suis pas très populaire avec nos syndicats, comme vous pouvez imaginer, mais ce sont les tâches qu'on doit faire. Une information assez courte. La fonction européenne sera réduit par 5%, le personnel sera réduit de 5%. En même temps, on va augmenter la durée hebdomadaire du travail de 37h30 et demi à
40 heures sans compensation salariale. On va geler des rémunérations et des pensions et des allocations en 2013 et 2014. On va introduire une nouvelle méthode d'adaptation des rémunérations et de pensions d'une manière qu'elle nous permet d'éviter la situation en 2009 quand l'Europe était déjà en crise et la fonction publique européenne était en train d'obtenir un ajustement salarial. Maintenant, on a introduit la clause de crise. S'il y a une prévision négative concernant la croissance européenne, on va geler les salaires des fonctionnaires européens. On a fait le changement systématique et important dans la structure des carrières concernant les salaires, concernant les taux de promotion. Et aussi, on a pris les mesures assez importantes dans le domaine des pensions. On a augmenté sans transition de l'âge légal de départ à la retraite de 63 ans à 66 ans. On a introduit de l'âge légal de départ à la retraite à 66 ans pour les nouveaux recrutements. Et on a créé une opportunité pour ceux qui veulent travailler jusqu'aux 70 ans. C'était une demande du Parlement européen. On a diminué du taux d'accumulation pension jusqu'au 1,8% et on a supprimé de la possibilité de partir en retraite anticipée sans réduction de droits à la pension. Les économies totales, parce que c'est ce qui est important pour la France, en 2004, quand nous avons fini la première réforme de la fonction publique, on a déjà obtenu les économies jusqu'au 2020 du taux de 8 milliards d'euros. Les réformes qui étaient proposées par moi et améliorées par le Conseil et par le Parlement européen vont apporter les économies additionnelles de 2,7 milliards d'ici jusqu'au 2020 et 1,5 milliard d'euros par an sur le long terme parce que, comme j'ai déjà dit, on a fait beaucoup de changements dans le domaine des pensions et des retraites. Bien sûr, maintenant, j'espère qu'on va clôturer ce dossier qui était très sensible, qui était sur la table pour déjà 2 ans. Je comprends qu'il y a un lien assez étroit avec le dossier de cadre financier pluriannuel, mais on toujours espère qu'on peut clôturer ces 2 dossiers très importants ce vendredi, mais on verra. Et concernant la dernière question, c'est une question qui est très très pertinente. Qu'est-ce qu'on peut faire pour le chômage des jeunes? Et je voudrais vous dire que c'est un problème qui est très très important pour la Commission européenne. Nous sommes tout à fait conscients que maintenant nous avons plus de 7 millions de jeunes gens qui sont sans travail, qui ne sont pas en train qui ne sont pas scolarisés, qui ne sont pas dans aucun cours de requalification. C'est pourquoi nous avons proposé l'introduction d'une garantie pour les jeunes
Hier, j'ai présenté encore une fois cette proposition au ministre européen parce que pour la Commission, c'est très important que les gouvernements nationaux préparent les cadres pour ces garanties déjà cette année. On espère qu'en octobre, on peut avoir les cadres nationaux pour introduire cette garantie pour les jeunes qui doit donner une assurance aux jeunes qu'après la fin de scolarité, en 4 mois, ils doivent avoir un boulot ou une possibilité pour réqualification ou une possibilité de continuer avec l'éducation. Et nous avons fait les calculs, combien ça coûte. Je peux vous dire que la perte pour l'Union européenne causée par ce chômage des jeunes, c'est plus que 150 milliards d'euros par an. C'est plus que budget européen. Et le coût pour l'Union européenne, c'est 22 milliards d'euros. Je crois que la question des économies est tout à fait claire, mais je sais que c'est toujours assez compliqué pour les budgets nationaux de trouver le financement additionnel pour financer les garanties comme ça. C'est pourquoi on propose d'utiliser le Fonds européen social pour soutenir les cadres pour les garanties pour les jeunes. Et bien sûr, on espère que ça va marcher comme ça marche en Autriche, en Suède ou en Danemark, où on a très bonne expérience avec les cadres comme ça. J'espère bien sûr, on peut optimaliser cette proposition avec le gouvernement et le Parlement nationaux, parce que nous sommes tout à fait conscients que la situation est différente dans chaque pays membre. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Vous êtes très patient avec moi. J'apprécie ça. Merci. Merci, Monsieur le Commissaire, mais vous n'avez pas fini parce que nous avons quelques orateurs d'inscrits, en commençant par Marietta Caramanli. Donc, s'il vous plaît, comme il est déjà un tout petit peu tard, 2 minutes, on connaît la règle les uns et les autres. Merci. Bien sûr, Madame la Présidente. Monsieur le Vice-président, merci pour des éléments précis. Alors, moi, je voulais poser 3 questions. La première concerne la subsidiarité. Vous en avez parlé tout à l'heure. Et plusieurs projets de directives quand même aujourd'hui posent ou ont posé des questions, le principe de subsidiarité. Je parle des contrats, consommation, droit pénal, procédure pénale. Donc quels sont les principes qui vous paraissent devoir gouverner la répartition justement entre l'Union et les États membres? Deuxième question, c'est ce que vous venez de dire à l'instant concernant les efforts sur la fonction publique européenne, mais aussi avec la question qui peut se poser des conflits d'intérêts. Je ne veux pas revenir sur ce que vous avez évoqué, où effectivement la fonction publique européenne va perdre 5% de ses effectifs, la durée du temps de travail, etc. Mais je voudrais un petit peu vous interroger sur la façon dont la Commission entend garantir que le départ de certains hauts fonctionnaires, non du fait de la diminution du nombre, que de moins bonnes perspectives, je dirais, ne donne pas lieu à ce qu'on appelle une sorte de pantouflage, c'est-à-dire vers le départ vers des grandes entreprises et des grands cabinets d'avocats ou de conseil. Et quelles règles sont appliquées et quelles vérifications sont opérées pour éviter que leurs compétences ne profitent à ceux qui étaient censés avant de réguler et de contrôler. Ça, c'est un élément important. Et pour terminer, sur le site de l'Union européenne, vous évoquez, sur cette page, votre volonté de mettre en place avec les parlements nationaux un véritable partenariat politique dans le plein respect des prérogatives, vous dites, accordées à chaque institution de l'Union européenne. Pouvez-vous nous donner quelques exemples, nous illustrer, je dirais, par quelques initiatives, ce que vous pensez comme initiative à mettre en place et que nous pourrions aussi quelque part soutenir. Merci. 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 Pierre Lequillet. Oui, Monsieur le Commissaire, je crois que vous avez un mandat extrêmement important. Je veux pas. Nous étions ensemble avec Madame la Présidente, Monsieur le Vice-président, à
à Dublin. Et je crois que nous tous, Européens, ceux qui sont pro-européens, on nage dans une sorte de béatitude et qu'on va rencontrer des lendemains extrêmement rigoureux, notamment aux élections européennes. Quand on regarde l'appréciation des peuples, où qu'ils soient, que ce soit en France, mais que ce soit dans tous les pays européens, peut-être à l'exception de l'Allemagne, les mouvements anti-européens, les mouvements font que on peut se faire un grand souci aux élections européennes avec une montée de l'extrémisme. Et donc, je trouve que dans un certain nombre de domaines, on ne va pas assez vite. Sur l'article 13, ça fait un moment qu'on l'a voté, l'article 13. C'est même d'ici qu'est partie l'idée. Pour l'instant, la Commission ne s'est jamais réunie encore. Et bon, on me dirait que ce n'est pas votre problème, que c'est le problème des parlements, mais vous pouvez peut-être pousser, alors qu'il faut absolument qu'on la réunisse. La citoyenneté européenne. Je ne voudrais pas vous faire de la peine, mais vu de Bruxelles, il y a des initiatives qui sont prises, etc. Mais au niveau de du citoyen, il ne les perçoit absolument pas. Et je pense qu'on doit vraiment, et je pense que là, la Commission a un rôle important, c'est un rôle d'explication, mais grand public. Il faut vraiment que les citoyens européens perçoivent l'intérêt de l'Europe avant qu'il soit trop tard. Et je voudrais vous dire que je vois d'un très bon œil les propositions que vous allez faire pour le futur de l'Europe, mais sachez que ce n'est pas les réformes institutionnelles qui intéressent le citoyen. Ce qui l'intéresse, c'est de savoir s'il va y avoir une politique industrielle européenne, s'il va y avoir une politique de l'immigration qui soit renforcée. Et donc, il n'y a pas besoin de changement de traité pour ça. Il faut une volonté. Il faut qu'on secoue les idées reçues. Il faut mettre un coup d'arrêt aux élargissements qui ne font qu'inquiéter les citoyens européens. Bon, bien sûr, je suis très heureux que la Croatie rentre dans l'Union européenne, mais bon, quand je vois que l'état de la Croatie sur le plan de la corruption, sur le plan de... Bon, les citoyens, on sait très bien que les extrémistes, les anti-européens vont jouer là-dessus. Et ils vont jouer sur la menace de la candidature de la Bulgarie et de la Roumanie à Schengen. Et donc, voilà, monsieur le commissaire, c'est une sorte de cri d'alarme que je pousse parce que je pense, et je le fais à l'attention de toutes les formations politiques, hein, quelles que soient les opinions qui sont les nôtres, et on peut avoir des différences d'opinion sur l'avenir de l'Europe, mais ce qui est important, c'est que les parlementaires en parlent sur le terrain. Les députés, les sénateurs, pour ce qui nous concerne, pas seulement les députés européens, parce que évidemment 72, 74 députés européens pour le pays, c'est pas avec ça qu'on arrivera. Et donc, moi je pense qu'il y a peut-être une initiative à prendre de la part de la Commission en direction de tous les parlements nationaux pour leur dire, voilà, il y a un enjeu grave. Hein. Je pense qu'il n'a jamais été aussi grave que celui auquel on peut s'attendre lors des prochaines élections européennes. Excusez-moi d'avoir été long, mais... C'est bien. Voilà. Je crois que ce propos alarmiste est largement partagé, hein, oui, si je puis dire. Christophe Carèche. Oui, très, très rapidement. Je partage aussi ce qui vient d'être dit. Je crois que nous sommes dans une situation politique qui peut être effectivement très, très inquiétante pour la suite. Alors c'est vrai que dans ce contexte, vous avez raison, monsieur le commissaire, la Commission est un bouc émissaire facile. Malheureusement, c'est un discours qui peut prendre. Et c'est une ressource. Il y en a pour tout le monde. Cher Pierre Lequillier, il y en a pour tout le monde. J'ai écouté tout à l'heure sur tous les bancs. Je crois qu'il y en a pour tout le monde. Bon, parce que c'est une ressource, effectivement. Je ne suis pas là pour polémiquer. On va éviter peut-être la polémique. C'est une ressource. Non, mais c'est une ressource qui est facile, donc bien sûr. Et donc, en tous les cas, dans ce contexte, il faut effectivement éviter
de prêter le flanc à ces critiques. Je crois que là, on est d'accord là-dessus. Alors, quelques mots sur le semestre européen, qui est un processus. Pour nous, en fait, c'est peut-être la première année en réalité où on le met en place. C'est peut-être. Non, ça marche pas. C'est peut-être là. Non, ça marche pas non plus. Bon. Si, ça marchait l'autre. Ça marchait. Voilà, celui-là, il marchait. Voilà. Oui, c'est peut-être la première année qu'on le met en place de manière complète, puisque l'année dernière était consacrée aux élections présidentielles. C'est un processus qui est déjà très lourd, itératif, qui change assez profondément, je pense, la manière dont la France, par exemple, élabore son budget. Je pense qu'il y a quand même un vrai changement. Moi, ce que je pense, c'est qu'il faut lui donner de la lisibilité, donner le temps, ça c'est pas facile, notamment au Parlement, de travailler. C'est pas toujours facile. On voit bien sur la résolution la difficulté qu'on a pour être. On l'a adopté aujourd'hui en commission. On l'a pas vu encore en commission des finances, et le Conseil va adopter les recommandations demain. Donc c'est pas facile. Le temps est très contraint. Il y a un problème je pense qu'il faut vraiment ne pas surcharger à nouveau le semestre européen avec des dispositifs qui s'ajouteraient. Je crois qu'il faut quand même garder cette lisibilité, hein, et garder l'aspect politique. Hein. C'est un processus politique de dialogue, de discussion, et ne pas le noyer dans un processus trop bureaucratique. Voilà. Deuxième point, il y a un sujet particulier que je voulais évoquer, c'est le two-pack et son éventuelle application dès cette année à la loi de finances. On l'a mis dans la résolution pour attirer votre attention sur le fait que les délais qui sont prévus pour que la Commission se prononce sur le projet de loi de finances amèneraient la Commission à se prononcer alors que le projet de loi de finances serait déjà en discussion au Parlement. Donc il faut impérativement que la Commission cale son examen, si elle le souhaite d'ailleurs, parce que c'est une faculté, son examen de la loi de finances, du projet de loi de finances, de manière à ce que cet examen intervienne bien en amont, suffisamment en amont de la discussion que nous aurons, nous, au niveau du Parlement. Hein. J'attire l'attention là-dessus, mais il y a une chronologie, si on regarde, qui est un peu complexe. Sur la France, et j'en termine, c'est vrai que vous avez souligné évidemment le report de l'objectif des 3% qui était inscrit. Une question que je poserais simplement, puisque vous avez dit que c'est une spécificité française, j'ai l'impression qu'elle est quand même assez générale, mais question que je poserais, c'est à qui on incombe la responsabilité. Est-ce la France qui n'a pas donc respecté ses engagements, ou est-ce la Commission qui a fixé un objectif et un rythme d'ajustement peut-être un peu trop rapide? La discussion pourrait être posée. Mais c'est vrai qu'il y a eu, et ça a été, on l'a dit à Olli Rehn quand il est venu, c'est vrai qu'il y a eu un débat sur jusqu'où la Commission peut aller dans ses préconisations et dans ses recommandations. Moi, je trouve parfaitement légitime, évidemment, que la Commission fasse un diagnostic, évidemment, dise un certain nombre de choses sur les réformes à entreprendre, les réformes structurelles, tout cela ne me choque absolument pas. Là où il y a une difficulté, c'est quand la Commission va jusque dans le détail de la réforme. Ça a été le cas sur la réforme des retraites. C'est vrai que, à la limite... on avait le sentiment à lire la recommandation que la question était tranchée et réglée. Il y a quand même une discussion qui va avoir lieu ici avec les partenaires sociaux, elle a commencé, qui va avoir lieu ensuite avec les parlementaires. Donc il est quand même légitime que sur ces questions-là, les États gardent évidemment une appréciation, une marge de manœuvre. Et je pense d'ailleurs que cette discussion va peut-être d'ailleurs continuer au stade des recommandations. Je sais pas. On verra demain ce qu'il en est. Voilà, mais c'était effectivement sur ce point-là qu'il y a eu débat par rapport aux recommandations concernant la France. Merci. Comme il n'y a pas d'inscrits, je vais vous poser deux questions complémentaires. La première qui est un peu une relance de ce que je vous avais proposé dans mon propos liminaire.
c'est qu'on voit que la Commission a été parfois très précise dans ses recommandations sur un certain nombre de sujets. La retraite vient d'être expliquée tout à l'heure, mais par contre, alors, pour ce qui est de la fiscalité environnementale et écologique, là, la Commission, me semble-t-il, est dans un flou artistique peut-être, mais enfin, qui pose quelques problèmes. Donc, est-ce que vous avez l'impression que la Commission va être plus précise dans ses recommandations, et en particulier, parce que c'est quand même maintenant la question de l'Europe de l'énergie et du climat est de plus en plus sur la table, est-ce qu'il y a des choses qui vont sortir plus précisément sur des taxes environnementales qui sont d'ailleurs, vous le verrez, dans nos propositions de recommandation. Et la deuxième question, c'est par rapport à la lutte contre la fraude fiscale et les paradis fiscaux, qui sont les objectifs de la Commission. Et vous avez rappelé à juste titre que la Commission s'en était emparée, avait fait des propositions, mais sur le niveau précis de ce qu'on appelle le FATCA, qui est effectivement échange obligatoire des données bancaires. La Commission parle d'un système d'échange automatique en 2015. Et puis, donc nous avions l'impression que c'était bien parti. Et puis, de nouveau, cette proposition paraît repoussée. Donc, pouvons-nous espérer qu'il y ait la mise en place rapide d'un FATCA européen? Et est-ce que l'échange des données et la transparence va s'étendre aux trusts et aux fondations, comme le propose, par exemple, comme nous allons le proposer ici en France, parce que le drame récent du Bangladesh a bien montré à quel point la responsabilité sociale et sociétale des multinationales et sur leurs filières et sur leurs sous-traitants était importante. Et pour le coup, le niveau européen serait sans doute le bon niveau d'interrogation de ces multinationales. Voilà, merci de répondre à ces quelques questions complémentaires que nous avons tous posées. Merci beaucoup à Madame Karamanli pour la question concernant la solidarité. L'Union européenne a aussi conflit d'intérêts vis-à-vis les fonctionnaires européens, mais aussi les commissaires, par exemple. Concernant la solidarité, je crois que c'est une valeur de base pour l'Union européenne et je crois que toutes les politiques qui sont proposées, ils toujours ont aussi un élément de solidarité. Presque toute la politique de cohésion est basée sur le niveau de solidarité. Je crois que aussi, et je sais que pour les pays qui sont sous le programme, c'est la situation très difficile, mais aussi là, on peut dire que la solidarité européenne, le soutien financier a permis à ce pays d'éviter la faillite. Les sommes qui étaient contribuées dans ce processus étaient vraiment énormes. Et je crois que aussi c'était pourquoi c'était pas facile pour le ministre des Finances très souvent d'expliquer la politique financière, cette mesure qui a été adoptée à leurs parlements nationaux. Parce qu'on a vu que cette crise était vraiment trop dure aussi par le fait qu'on a eu le changement, je crois, à 15 pays européens, parce que cette crise a provoqué bien sûr les sentiments politiques, les sentiments des publics les électeurs ont demandé le changement de gouvernement aux 15 pays membres. Je crois que la question liée aux entreprises multinationales, c'est seulement souligne que ce que nous avons maintenant en Europe, c'est d'une manière, on peut dire, du voie publique aussi une crise des élites, parce que les citoyens ne sont pas satisfaits par la gestion des affaires quotidiennes, par la manière
dans lequel nous essayons de gérer la situation sur le niveau européen, sur le niveau national, mais aussi par le comportement des entreprises, des banques. Maintenant, je ne sais pas si vous avez la chance de suivre le débat qui est maintenant en Irlande, parce que cette transcription des discussions des bancaires, c'est quelque chose d'incroyable. Et après ça, c'est trop difficile d'expliquer aux citoyens, mais bien sûr, on doit dépenser beaucoup de milliards pour sauver l'industrie financière si on a les dirigeants qui se comportent comme ça. C'est pourquoi on a maintenant ce sentiment si sensible en Europe, parce que les citoyens voient les comportements qui simplement c'est pas acceptable sur le niveau différent de la société. Ce qu'on fait sur le niveau européen, sur les conflits d'intérêts, nous avons changé aussi les règles pour les fonctionnaires européens, mais aussi pour les commissaires. Et maintenant aussi, le Parlement européen a fait la même chose pour le député européen. Par exemple, pour les commissaires et pour les fonctionnaires publics, c'est obligatoire qu'on suit le code de conduite. C'est assez précis. On demande les informations sur nos propres finances, sur les informations détaillées aussi concernant les conjoints. Il y a les règles assez précises concernant l'hospitalité, les cadeaux, les choses différentes, mais aussi qu'est-ce qu'on peut faire après le mandat. Pour le commissaire, par exemple, c'est 1 an et demi. Quand ce n'est pas possible pour le commissaire de travailler dans une position où il ou elle peut abuser son position des commissaires. Il y a les règles assez précises, ce qu'on peut faire, qui on peut contacter, qu'on doit éviter le contact avec les anciens membres de son cabinet, de son DG. Et on a besoin de la permission écrite concernant le possible emploi pour le commissaire. Et maintenant, on a introduit presque la même chose pour les fonctionnaires européens. Ça veut dire que chaque fonctionnaire qui va en retraite doit signer cette déclaration, qu'ils sont bien informés, qu'ils ont compris les règles concernant le conflit d'intérêts. Et s'il veut travailler dans quelques domaines que c'est obligatoire, qu'il demande la permission ou l'opinion de la Commission européenne pour ça. Je crois, parce que j'ai comparé le système que nous avons introduit pour les fonctionnaires européens avec les autres systèmes en Europe et aux États américains. Je crois qu'ici, nous avons vraiment fait assez bon boulot, que nos règles sont assez bonnes. Bien sûr, on peut toujours les améliorer. Mais maintenant, je crois qu'on a introduit les standards qui sont assez hauts. Bien sûr, on a introduit aussi d'une manière systématique le training, les cours de comportement éthique. Nous avons introduit le système de correspondants éthiques. Ça veut dire parce que parfois, vous pouvez avoir une situation où le fonctionnaire n'est pas sûr si il ou elle peut faire ça ou non, accepter ces cadeaux ou non. S'il y a quelques questions, on a les conseillers qui peuvent aider d'adresser cette question. J'espère que ça va améliorer, bien sûr, le comportement de nos fonctionnaires et le fonctionnement de la fonction européenne. Monsieur Carré, j'ai dit que
processus du semestre européen est assez lourd. Oui, je suis tout à fait sûr que maintenant, c'est assez clair quelles sont les étapes quand on fait cette première analyse sur la situation économique en Europe. Après ça, la préparation du plan de réforme nationale. Après ça, les recommandations européennes et les débats sur le niveau ministériel dans le Conseil, bien sûr le Conseil européen à la fin de ce processus. Je crois que ce qui est important est où on peut augmenter ou inclure de plus la dimension parlementaire. Parce que ce qu'on propose est que ce sera très bon si on peut avoir le débat avec le Parlement national et le Parlement européen au début de ce processus, quand cette analyse européenne est proposée. Et bien sûr, quand les recommandations sont faites. Parce que je crois que c'est trop important pour vous d'avoir quelle était la base sur laquelle on travaille sur les recommandations européennes et quelle était la philosophie qui a mené la Commission pour préparer cette recommandation européenne. Et je crois que sur ça, on toujours peut trouver aussi quelques améliorations. Tupac, vous avez tout à fait raison. Je peux vous dire que moi, personnellement, je suis assez préoccupé par ça parce que c'était une décision collective européenne, mais je suis tout à fait d'accord avec vous. Il y a pas beaucoup de compréhension dans tous les pays membres. Je crois qu'on aura beaucoup des hommes et des femmes politiques, beaucoup de députés, beaucoup de journalistes qui seront surpris quand la Commission enverra les lettres, les demandes pour les projets de budget nationaux. Et nous sommes aussi très conscients que ce sera un exercice assez lourd parce que de faire une analyse d'une manière rapide, d'une manière très qualifiée, c'est quelque chose qui demande vraiment beaucoup de qualité de notre côté. Et nous sommes aussi tout à fait conscients que c'était une analyse qui sera très très sensible pour les parlements nationaux. So, j'espère que je peux vous assurer qu'on va faire notre mieux. J'en suis sûr que nous serons critiqués, mais je crois que c'est nécessaire de commencer ce processus et de l'améliorer. Mais là, je crois que si vous avez aussi quelques idées plus concrètes, comme on peut adresser ces sujets, ce sera bien sûr très apprécié de notre part. Et question de Madame Aurora, fiscal, le taxe environnementale, c'est vrai. Pour nous, ce sont les taxes, comme on dit, les plus acceptables, oui, parce que ce ne sont les taxes qui mettent en péril l'emploi. Ce sont les taxes qui peuvent nous aider dans le domaine environnemental. Et c'est pourquoi ce sont les taxes qui sont recommandées pour assainissement budgétaire, presque pour tous les pays membres, mais vous avez dit qu'on peut être un peu plus prescriptif dans ce domaine et je crois que vous avez raison. Merci. Le président Carès va conclure et nous vous remercions bien sûr tous au nom de tous nos collègues, mais je pense que le président Carès va nous faire quelques conclusions. Oui, quelques conclusions rapides, Madame la Présidente. Bon, je voudrais, Monsieur le Commissaire, vraiment vous remercier de cette présentation extrêmement intéressante, des réponses précises que vous avez apportées aux questions, aux observations de nos collègues. Et vous dire que pour ma part, j'ai été particulièrement sensible à l'attention que vous prêtez à la qualité des relations que vous avez avec les différents parlements nationaux. Parce que je crois qu'à travers les parlements nationaux, ce sont en fait les populations. Et toute la difficulté que nous avons, c'est de faire comprendre qu'un certain nombre de dispositions qui peuvent paraître
absconse, complexe, dans un contexte d'ailleurs de méfiance que vous avez souligné en prenant l'exemple de la crise bancaire en Irlande, qui comporte d'ailleurs des orientations, des recommandations de votre part qui sont difficiles et qui demandent des efforts aux populations. Et si nous voulons expliquer cela dans une atmosphère générale de scepticisme, de méfiance, parfois même d'hostilité, je pense que prendre appui pour la Commission, notamment dans vos fonctions dont Pierre Lequillier disait à quel point elles sont importantes, prendre appui sur des relations étroites et de confiance avec les parlements nationaux me paraît extrêmement important. Et donc, je suppose que votre emploi du temps doit être très chargé, parce qu'il y a 27 parlements nationaux que vous devez connaître vraiment presque personnellement. Et en tout cas, je vous remercie beaucoup de nous avoir consacré beaucoup de temps ce soir. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je dois m'excuser à Monsieur Lequier parce que maintenant j'ai trouvé le papier avec son caution. Mais je crois que je peux le faire personnellement parce que je sais que vous... Merci à vous en tout cas. Et puis, de toute façon, Monsieur le Commissaire, nous aurons bien l'occasion de vous demander de venir discuter avec nous ou nous nous déplacerons à quelques-uns à Bruxelles pour dialoguer avec vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame. Merci.